Le couloir de l'hôpital pédiatrique Necker résonne d'un silence troublant. Léa, 7 ans, n'a pas prononcé un mot depuis 3 ans, après le divorce traumatisant de ses parents. Sa mère, le docteur Claire Dubois, a tout essayé. Psychologue, thérapeute, spécialiste de toute l'Europe. Rien. Mais quand Pierre Martin, papa célibataire et humble agent d'entretien, s'agenouille devant la petite avec son seau bleu et lui sourit, l'impensable se produit. Léa ouvre la bouche et chuchote « Bonjour ». La mère, froide et distante depuis des années, éclate en sanglots en voyant le miracle qu'aucun médicament n'avait réussi à accomplir. L'hôpital pédiatrique Necker Enfants Malades se dressait comme une cathédrale de la médecine moderne, avec ses verrières scintillantes et ses couloirs qui embaumaient le désinfectant et les espoirs brisés. Au 5e étage, dans le service de neuropsychiatrie infantile, le silence avait un poids différent. C'était le silence d'enfants qui ne pouvaient ou ne voulaient plus parler au monde. Claire Dubois arpentait ses couloirs d'un pas décidé, sa blouse blanche flottant derrière elle comme un drapeau de guerre contre l'impuissance. À 38 ans, elle était considérée comme l'une des neuropsychiatres infantiles les plus brillantes d'Europe. Ses études sur les troubles du langage chez les enfants traumatisés étaient citées dans le monde académique entier. Pourtant, face au cas le plus important de sa carrière, elle se sentait complètement inadéquate. Sa fille, Léa, avait 7 ans et ne parlait plus depuis 3 ans, non par incapacité physique, non par problème cognitif. Simplement, un jour, elle avait décidé que le monde ne méritait plus ses mots. C'était arrivé pendant le divorce dévastateur d'avec Antoine, son ex-mari, un avocat impitoyable qui avait transformé leur séparation en guerre juridique sans merci. Claire se souvenait encore de ce jour maudit. Léa avait assisté à l'une de leurs disputes les plus féroces, avait vu son père quitter la maison pour la dernière fois en claquant la porte, avait entendu sa mère pleurer pendant des heures, enfermée dans la salle de bain. Et depuis ce moment, silence. Un silence qui durait depuis 3 ans et qui avait transformé Claire d'une mère aimante en une femme obsédée par la recherche d'un remède. Son bureau à Necker était devenu un sanctuaire du désespoir, masqué par la compétence professionnelle. Murs tapissés de diplômes, bibliothèque remplie de traités médicaux, bureau submergé par les dossiers d'enfants avec des problèmes similaires à ceux de sa fille. Mais aucun de ces cas ne la touchait comme celui de Léa. Chaque jour, elle amenait sa fille à l'hôpital, non comme patiente, mais comme accompagnatrice silencieuse de ses journées de travail. Léa s'asseyait dans un coin du bureau maternel, coloriait, lisait, jouait avec ses peluches, mais ne parlait jamais. Les collègues de Claire s'étaient habitués à la présence de cet enfant fantôme qui se déplaçait dans les couloirs comme une ombre. Pierre Martin commençait son service à 6 heures du matin. À 35 ans, il avait les mains calleuses de celui qui travaille dur et les yeux bienveillants de celui qui a connu la souffrance sans laisser celle-ci durcir son cœur. Il était divorcé lui aussi, père d'Emma, une petite fille de 8 ans qu'il ne voyait que les week-ends à cause du travail et de la garde partagée. Son chariot de ménage était son royaume mobile, seau bleu étincelant, chiffon parfaitement plié, produit d'entretien de toutes sortes disposé avec un soin militaire. Pierre n'était pas seulement un agent d'entretien, il était un gardien silencieux des douleurs d'autrui. Dans les couloirs de l'hôpital pédiatrique, il avait vu naître des espoirs et mourir des rêves, avait consolé des parents désespérés et réjoui des enfants effrayés. La première fois qu'il avait remarqué Léa, c'était 3 mois auparavant. La petite fille était assise par terre dans le couloir du 5e étage, pendant que sa mère était prise dans une réunion médicale urgente. Léa avait les cheveux châtains rassemblés en queue de cheval désordonnée, portait une robe bleue qui la faisait ressembler à une petite princesse triste, et dans ses yeux, il y avait une profondeur qui n'appartenait pas à une enfant de 7 ans. Pierre avait ralenti en passant avec son chariot. Quelque chose, chez cette petite fille, l'avait frappé. Ce n'était pas l'agitation classique des petits patients, ni la peur qu'on lit dans les yeux de ceux qui vont affronter un examen médical. C'était autre chose. C'était comme si Léa avait construit un mur invisible autour d'elle, et de derrière ce mur, observait le monde sans y participer.
Cette première rencontre n'avait duré que quelques secondes. Pierre avait ralenti. Léa avait levé les yeux de son livre de contes. Leurs regards s'étaient croisés un instant. Elle n'avait pas souri, n'avait pas salué, mais quelque chose était passé entre eux. Pierre avait continué sa tournée, mais pour le reste de la journée, il n'avait pas réussi à chasser ses yeux tristes de son esprit. Claire, de son côté, n'avait pas remarqué cette rencontre. Elle était trop prise par ses protocoles thérapeutiques, ses théories, ses tentatives de pénétrer le silence de sa fille avec les outils de la science médicale. Elle ne pouvait imaginer que la clé pour ouvrir le cœur de Léa se cachait derrière un chariot de ménage, dans les mains calleuses d'un homme qui gagnait en 1 mois ce qu'elle gagnait en 1 semaine. Le monde de Claire était fait de certitudes scientifiques, celui de Pierre de petits gestes quotidiens. Elle cherchait à soigner l'âme de sa fille avec la médecine, lui était sur le point de le faire avec quelque chose de beaucoup plus simple et puissant, l'humanité pure. Le mardi matin de la 3e semaine de novembre, le destin décida de jouer l'une de ses cartes les plus douces. Claire avait été appelée d'urgence pour une consultation aux urgences pédiatriques. Un enfant de 5 ans, en état de choc post-traumatique, après un accident de la route. Léa, comme toujours, était restée assise dans le couloir du 5e étage avec son livre de contes et sa solitude. Pierre nettoyait justement ce tronçon de couloir quand il la vit. Léa était assise par terre, adossée au mur, mais cette fois c'était différent. Elle ne lisait pas, ne coloriait pas. Elle regardait dans le vide, avec un regard si perdu, que Pierre sentit quelque chose lui serrer la poitrine. La petite fille avait les larmes aux yeux, même si elle ne pleurait pas ouvertement. Sans trop réfléchir, Pierre arrêta son chariot et s'agenouilla devant Léa. C'était la première fois qu'il s'approchait vraiment d'elle, la première fois qu'il tentait d'établir un contact direct. Ses mouvements étaient délicats, étudiés pour ne pas effrayer une créature déjà si fragile. D'une voix douce, Pierre commença à lui parler. Il ne lui demanda pas pourquoi elle pleurait, ne chercha pas à forcer une réponse. Il commença simplement à lui raconter l'histoire de sa fille Emma, comment elle aussi se sentait parfois triste et seule. Il parlait avec la naturalité de celui qui a l'habitude de converser avec les enfants, sans cette contrainte adulte qui souvent les effraie. Léa le regardait avec une intensité croissante. Il y avait quelque chose dans le ton de Pierre, dans sa posture accroupie, pour se mettre à sa hauteur, dans la façon dont il n'envahissait pas son espace personnel, mais lui offrait quand même sa présence. Pour la première fois depuis des mois, Léa semblait vraiment présente, vraiment là. Pierre sortit de la poche de son tablier un petit jouet qu'Emma avait oublié lors de la dernière visite du week-end. Un canard en caoutchouc jaune. Il le montra à Léa en expliquant qu'Emma l'appelait « Coinsoin » et que c'était son meilleur ami pour le bain. Tout en parlant, il commença à faire des bruits amusants en imitant le cri du canard. Et alors, cela arriva. Léa, pour la première fois en 3 ans, sourit. Ce ne fut pas un sourire complet, cela ne dura que quelques secondes, mais il était réel, authentique, spontané. Ses yeux s'illuminèrent légèrement, et pendant un instant, le mur invisible qu'elle avait construit autour d'elle sembla se fissurer. Pierre vit ce sourire et sentit son cœur battre plus fort. Il n'était pas médecin, n'avait pas étudié la psychologie infantile, mais il comprit instinctivement que c'était un moment spécial, un petit miracle qui devait être traité avec la plus grande délicatesse. Il continua à jouer avec Coin, inventant de petites histoires, faisant semblant que le canard parlait avec Léa. Il ne lui demanda jamais de répondre, n'exerça aucune pression. Il lui offrit simplement un moment de légèreté au milieu de toute cette douleur hospitalière. Claire revint de sa consultation 20 minutes plus tard et découvrit une scène qui la laissa sans souffle. Sa fille, la petite fille muette qui ne montrait plus d'émotion depuis 3 ans, était en train de sourire à un homme agenouillé par terre qui jouait avec un canard en caoutchouc. Pendant un moment, Claire ne reconnut même pas Léa. La petite fille avait une expression d'intérêt, presque d'amusement, que sa mère n'avait pas vue depuis une éternité. L'instinct professionnel de Claire s'activa immédiatement. Qui était cet homme? Que faisait-il à sa fille?
Était-il approprié qu'un agent d'entretien interagisse si intimement avec une patiente? Mais puis elle revit le sourire de Léa, et quelque chose en elle se brisa. Pierre s'aperçut de la présence de Claire et se leva immédiatement, embarrassé. Il s'excusa d'avoir pris cette liberté, expliqua qu'il avait vu Léa triste et avait seulement voulu lui tenir compagnie quelques minutes. Sa voix était humble, presque craintive de la réaction du docteur. Claire le regarda pour la première fois vraiment. Elle vit un homme d'une trentaine d'années, avec des mains de travailleur mais des yeux bienveillants, vêtu de l'uniforme bleu de l'entretien, mais avec une dignité qui allait au-delà des vêtements. Elle vit quelqu'un qui avait fait sourire sa fille après 3 ans de silence. D'une voix étranglée par l'émotion, Claire remercia Pierre. Elle n'arriva pas à dire autre chose. Elle prit Léa par la main et la conduisit dans son bureau, mais pour tout le reste de la journée, elle ne réussit pas à se concentrer sur autre chose que sur ce sourire. Le premier sourire de sa fille en 3 ans était né des mains d'un inconnu qui gagnait 1 000 € par mois. Ce soir-là, en rentrant chez elle en voiture, Claire se regarda dans le rétroviseur et vit Léa assise sur la banquette arrière. La petite fille tenait à la main un petit dessin. Elle avait dessiné un canard jaune qui nageait dans un lac bleu. C'était le premier dessin qu'elle faisait depuis des mois, et il racontait ces 20 minutes magiques vécues sur le sol de l'hôpital. Dans les jours qui suivirent, Claire commença à observer Pierre avec des yeux complètement différents. Plus seulement l'agent d'entretien invisible qui se déplaçait silencieusement dans les couloirs, mais l'homme qui avait rallumé une étincelle dans les yeux éteints de sa fille. Elle commença à remarquer chacun de ses gestes, la façon incroyablement gentille dont il interagissait avec les autres enfants de l'hôpital, cette douceur spontanée qu'il démontrait envers tous sans distinction. Pierre avait l'habitude de siffloter en travaillant, des mélodies joyeuses et nostalgiques qui remplissaient le silence stérile des couloirs hospitaliers comme de petites doses de bonheur. Claire découvrit que Léa avait commencé à attendre ces moments avec une impatience croissante, levant la tête de ses livres quand elle entendait arriver le son familier du chariot et la musique douce qui l'accompagnait toujours. Le jeudi de la semaine suivante, Claire prit une décision qui allait contre tous ses principes professionnels et tous les protocoles médicaux qu'elle avait jamais étudiés. Au lieu d'emmener Léa dans son bureau, comme elle le faisait toujours depuis 3 ans, elle la laissa délibérément dans le couloir pendant l'heure précise où elle savait que Pierre faisait le ménage de cet étage. Elle se cacha derrière le coin, prête à intervenir si nécessaire, mais absolument déterminée à observer ce qui se passait réellement entre sa fille et cet homme extraordinaire. Pierre arriva ponctuel comme toujours, vit Léa assise par terre et son visage s'illumina immédiatement de cette joie authentique que Claire avait appris à reconnaître. Il s'approcha avec la même délicatesse que la fois précédente, sortit Quan de la poche de son tablier et commença une autre de ses histoires improvisées. Tu aimes cette histoire, Makwa? Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons la vidéo. Cette fois, il raconta comment Quan était profondément triste parce qu'il n'avait pas d'amis dans le grand bassin de l'hôpital, et comme il désirait désespérément trouver quelqu'un de spécial avec qui jouer et partager ses aventures. Claire observait sa fille, écoutait avec une attention totale qu'elle ne lui accordait plus depuis des années, peut-être depuis toujours. Léa ne parlait pas encore, mais elle participait à l'histoire avec tout son petit corps. Elle hochait énergiquement la tête quand Quan prenait les bonnes décisions, souriait quand des choses amusantes arrivaient, faisait de petits gestes éloquents avec ses mains pour indiquer des directions quand Quan se perdait pendant le récit. Le véritable tournant émotionnel arriva quand Pierre, dans un élan de génie instinctif, fit semblant que Swin avait un secret très important à chuchoter à l'oreille de Léa. La petite fille s'approcha lentement, avec des mouvements presque rituels, mit son oreille près du petit jouet en caoutchouc et pendant de longues secondes sembla vraiment concentrée sur l'écoute de paroles invisibles. Puis, dans un moment que Claire n'oubliera jamais, Léa chuchota quelque chose à son tour au canard. Claire n'arriva pas à entendre les mots, elle était trop loin,
et le chuchotement était trop délicat, mais elle vit distinctement et sans équivoque les lèvres de sa fille bouger avec l'intention précise de communiquer. Son cœur se mit à battre si fort qu'elle craignait qu'on l'entende dans tout le couloir de l'hôpital. Sa fille avait parlé. Elle avait chuchoté quelque chose à un canard en caoutchouc dans les mains calleuses d'un humble agent d'entretien. C'était la première fois en 3 longues, interminables années que Léa émettait un son avec l'intention claire et volontaire de communiquer avec un autre être humain. Pierre réagit avec une naturalité et une sagesse extraordinaires qui confirmèrent à Claire qu'elle était face à une personne vraiment spéciale. Il ne fit pas de drame théâtral, n'attira pas l'attention sur ce qui venait de se passer, ne gâcha pas la magie du moment par une excitation excessive. Il sourit simplement avec une douceur infinie et fit semblant que Quenquin répondait avec beaucoup d'enthousiasme au secret précieux que Léa venait de lui confier. Il continua le jeu comme si rien d'exceptionnel n'était arrivé, mais Claire réussit à voir clairement l'émotion profonde qui brillait dans ses yeux. Ce soir-là, Claire ne réussit absolument pas à dormir. Elle tournait et retournait dans le lit matrimonial trop grand, pensant obsessionnellement à ce qu'elle avait vu, aux implications incroyables de ce petit chuchotement qui pouvait tout changer. Toutes ses études universitaires, toutes ses théories médicales élaborées, tous les protocoles thérapeutiques coûteux qu'elle avait appliqués avec une dévotion maniaque n'avaient pas réussi à obtenir ce que Pierre avait fait avec un jouet à 50 centimes et une histoire inventée sur le moment. Le jour suivant, Claire fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait en 15 ans de carrière médicale brillante. Elle s'approcha humblement d'un simple agent d'entretien pour lui demander des conseils précieux sur sa fille. Elle trouva Pierre pendant la pause déjeuner, assis seul dans le petit jardin intérieur de l'hôpital, avec son modeste sandwich fait maison et une bouteille d'eau en plastique. L'approche fut embarrassante et touchante pour tous les deux. Claire, habituée depuis toujours à être le docteur autoritaire qui donne des ordres et des diagnostics, se trouvait dans la position complètement inhabituelle de devoir demander de l'aide à quelqu'un que la société considérait comme inférieur. Pierre, habitué depuis des années à être pratiquement invisible dans les environnements médicaux, se trouvait soudain au centre de l'attention respectueuse de la neurologue la plus célèbre et respectée de l'hôpital. Claire lui raconta d'une voix tremblante toute l'histoire douloureuse de Léa. Le divorce dévastateur, les batailles juridiques cruelles, le silence qui durait depuis 3 ans et qui avait transformé leur maison en mausolée de mots non dits. Pierre l'écouta sans jamais l'interrompre, hochant la tête avec cette compréhension profonde qui ne vient que d'avoir souffert personnellement. Quand Claire finit de parler, il resta en silence pendant plusieurs minutes, comme s'il choisissait soigneusement les mots justes, puis commença à raconter son histoire personnelle. Lui aussi était divorcé. Lui aussi avait vu sa fille Emma souffrir terriblement de la séparation traumatisante de ses parents. Il avait appris sur sa propre peau que parfois les enfants arrêtent de parler, non pas parce qu'ils n'ont rien d'important à dire, mais parce qu'ils ont une peur profonde que leurs mots puissent causer encore plus de douleur à ceux qu'ils aiment. Le silence devient alors un refuge sûr, un endroit protégé où cacher le cœur blessé. La sagesse authentique de Pierre ne venait pas des livres universitaires ou des théories psychologiques, mais de la vie réellement vécue, des nuits blanches passées à consoler une petite fille qui pleurait désespérément pour un papa qui n'arrivait pas à être présent assez souvent, des petits miracles quotidiens qu'il avait appris patiemment à reconnaître et cultiver avec amour. Claire l'écoutait avec une attention totale et un respect qu'elle n'avait jamais accordé même aux collègues médicaux les plus brillants. Cet homme, qu'elle avait toujours considéré inconsciemment comme faisant partie du mobilier de l'hôpital, était en train de lui enseigner des choses fondamentales sur sa propre profession qu'elle n'avait jamais lues dans aucun traité académique de neuropsychiatrie infantile. La semaine suivante, Claire coordonna discrètement ses engagements avec les horaires de Pierre, s'assurant que Léa puisse le rencontrer chaque jour. Pierre commença à apporter de petites surprises, des petits animaux en caoutchouc, des crayons de couleurs spéciaux, une petite boîte à musique qui jouait des berceuses douces.
Le moment décisif arriva un mercredi après-midi. Pierre était en train de raconter à Léa l'histoire de Coin-Coin qui s'était perdu dans le grand océan et cherchait le chemin de la maison. À un moment, il s'arrêta confus, dit qu'il n'arrivait pas à se rappeler comment continuait l'histoire, qu'il avait besoin de l'aide de quelqu'un d'intelligent. Léa le regarda pendant de longues secondes, puis, d'une voix faible mais très claire, dit « Coin-Soin doit suivre les étoiles ». Claire, cachée derrière le coin, sentit ses jambes se dérober. Sa fille avait parlé avec une phrase complète, sensée, dite avec l'intention d'aider Pierre. À partir de ce moment, Léa commença à parler de plus en plus avec Pierre. D'abord des mots isolés, puis des phrases courtes, puis de vraies conversations. Elle ne parlait qu'avec lui, seulement pendant ces moments magiques, mais elle parlait. Un soir, en rentrant à la maison, l'impensable arriva. Léa dit soudain « Maman, Pierre m'a dit que Coin-Soin a une maman qui l'aime beaucoup. » Claire se gara immédiatement, les larmes coulant sur son visage. Sa fille lui avait parlé après 3 ans de silence. Claire se tourna vers Léa. « Moi aussi, je t'aime beaucoup, mon amour. » Léa sourit. « Je sais, maman. Pierre m'a expliqué que parfois l'amour est difficile à dire, mais il est toujours là. » Les mois qui suivirent transformèrent Claire. Voir sa fille revenir à la vie lui fit comprendre à quel point elle aussi s'était éteinte. Elle avait transformé son amour maternel en obsession médicale, elle-même en un docteur qui avait oublié d'être avant tout une maman. Claire commença à chercher des occasions de parler avec Pierre, lui demandant des conseils non seulement sur Léa, mais sur les petits patients les plus difficiles. Elle découvrit que Pierre avait une histoire difficile mais sans amertume, une douceur authentique qui naissait du choix de transformer la douleur en gentillesse. Un jour, Claire se rendit compte de ce qui lui arrivait. Elle tombait amoureuse de Pierre. Cette prise de conscience la terrifia. Elle, neurologue confirmée et respectée, tombait amoureuse d'un agent d'entretien. Mais puis, elle regardait Léa qui riait avec lui et comprit que le vrai amour ne regarde pas les différences sociales. Le moment de vérité arriva lors d'une fête de l'hôpital. Léa s'approcha de Claire et lui dit « Maman, pourquoi tu n'invites pas Pierre à dîner à la maison? Coin-Soin dit qu'il se sent seul quand nous ne sommes pas là. » Claire regarda sa fille, puis Pierre, et prit la décision qui changea sa vie. « Pierre, voudrais-tu dîner avec nous demain soir? Léa, moi, nous voudrions te montrer combien ce que tu as fait est important. » Pierre sourit avec ses yeux bienveillants. Ce serait un honneur, Claire, un vrai honneur. Le dîner de ce soir-là changea tout. Léa, pour la première fois depuis des années, bavarda animatement pendant le repas, racontant à Pierre tous les détails de leur maison, lui montrant ses dessins, lui présentant ses peluches, comme s'ils étaient de vieux amis qui attendaient de le connaître. Claire observait la scène avec un mélange de joie et d'incrédulité. Sa fille, la petite fille muette qui pendant 3 ans avait vécu dans un monde de silence, était en train de remplir la maison de rires et de mots. Et tout cela grâce à l'homme assis à leur table qui mangeait sa blanquette de veau avec l'élégance naturelle de celui qui apprécie chaque petite belle chose de la vie. Après le dîner, Léa traîna Pierre dans sa chambre pour lui montrer sa collection de livres de contes. Claire les suivit et s'arrêta sur le seuil, émue par la vue de Pierre assis sur le petit lit de la fillette qui lui lisait à haute voix une histoire. Pour la première fois en 3 ans, Léa était en train de lire à quelqu'un, partageant la magie des mots avec un adulte qui l'écoutait avec une attention totale. Quand Léa s'endormit, Claire et Pierre restèrent à parler jusqu'à tard. Il lui raconta son Emma, les difficultés du divorce, comment il avait choisi de travailler à l'hôpital, parce que là il pouvait être utile, il pouvait prendre soin d'enfants qui avaient besoin même quand ce n'était pas les siens. Claire lui parla de sa culpabilité, de comment elle s'était sentie un échec comme mère en voyant sa fille sombrer dans le silence, de comment elle avait essayé de combler ce vide par la dévotion au travail, jusqu'à se perdre dans le processus. Pierre l'écouta sans la juger, lui prit doucement la main et lui dit « Claire, tu n'as jamais cessé d'être une mère merveilleuse. Parfois l'amour se cache derrière la peur, et la peur nous fait faire des choses que nous ne voulons pas. Mais Léa le sait. Au fond de son cœur,
que tu l'aimes plus que ta propre vie. Ces mots brisèrent la dernière barrière que Claire avait construite autour de son cœur. Elle pleura pour la première fois depuis des années, non pas des larmes de désespoir, mais de libération, de gratitude, d'amour enfin libre de s'exprimer. 6 mois plus tard, Claire et Pierre se marièrent, lors d'une cérémonie simple dans le jardin de l'hôpital, entourés des petits patients qui avaient vu naître leur amour. Léa fut demoiselle d'honneur, et Emma porta les alliances, 2 petites filles qui avaient trouvé dans leur union une nouvelle famille élargie, basée sur l'amour et la compréhension mutuelle. Pierre quitta le travail d'agent d'entretien pour devenir assistant social dans le service pédiatrique, mettant à profit sa capacité naturelle à se connecter avec les enfants en difficulté. Claire découvrit que son vrai talent n'était pas les diagnostics complexes, mais la capacité de voir au-delà des symptômes pour atteindre le cœur de ses petits patients. 1 an après le mariage, Claire et Pierre ouvrirent ensemble un centre pour enfants avec des troubles du langage, un endroit où la médecine s'unissait à l'humanité, où Coin et les autres jouets de Pierre avaient la même valeur que les instruments médicaux les plus sophistiqués. Léa grandissait heureuse et bavarde, aidait souvent Pierre avec les enfants plus petits, leur racontant son histoire et leur expliquant que parfois les mots se cachent, mais ne disparaissent jamais vraiment. Ils attendent seulement la bonne personne pour revenir danser dans l'air. Le soir, quand Léa allait se coucher, Claire et Pierre s'asseyaient dans le jardin de la maison et regardèrent les étoiles. Claire avait appris que le vrai amour n'arrive pas toujours sous la forme qu'on attend. Parfois, il se cache derrière un chariot de ménage, dans un sourire bienveillant, dans un canard en caoutchouc jaune qui chuchote des secrets aux petites filles tristes, et Pierre avait découvert qu'être un héros ne signifie pas sauver le monde entier, mais faire la différence dans la vie d'une personne à la fois, un sourire à la fois, un mot à la fois. Parce que parfois, pour tout changer, il suffit de l'amour d'un cœur pur qui sait voir la beauté même dans les endroits les plus difficiles. Parfois les plus grands miracles naissent des gestes les plus simples, et l'amour le plus profond fleurit entre les personnes qui savent reconnaître la lumière dans les yeux de l'autre, même quand le monde entier les regarde de haut. Si cette histoire t'a ému, laisse un like et abonne-toi à la chaîne pour d'autres histoires incroyables d'amour qui surmontent toutes les barrières. Dis-moi dans les commentaires, crois-tu que l'amour peut vraiment guérir les blessures les plus profondes? Quel est le geste le plus simple qui a changé ta vie? Et ne rate pas la prochaine vidéo où tu découvriras une autre histoire émouvante de personnes qui ont trouvé le bonheur dans les endroits les plus inattendus.